heureux d'accueillir aujourd'hui des interlocuteurs que nous connaissons bien. Madame Françoise Nicolas, qui est directeur au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, accompagné de Marc Julien, responsable des activités Chine à l'IFRI, et donc sur la thématique de la situation de la Chine, ses relations tant avec l'Union européenne qu'avec la France, mais aussi sa vision et la manière dont la Chine perçoit le conflit en Ukraine, qui bouleverse évidemment beaucoup de nos logiciels. Alors, Madame, Monsieur, vous êtes des interlocuteurs qui sont déjà bien connus de votre commission. Je crois que vous étiez du reste en audition encore hier. Et donc, régulièrement, dans le cadre de nos rapports d'information annuels, nous procédons à vos auditions, notamment sur la Chine ou encore sur l'Indo-Pacifique, compte tenu de la qualité de vos travaux. Autant dire que nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Alors, le coronavirus a été évidemment un accélérateur de politique interne et géopolitique, mais on aurait tendance à en parler au passé et à en oublier les leçons, notamment sur nos interdépendances économiques, alors que la Chine, elle, manifestement, ne peut pas en parler au passé, puisque, vous l'avez appris, après le nouveau confinement de Shanghai, c'est maintenant le confinement de Pékin qui s'esquisse au nom de la politique du zéro virus à laquelle s'accroche la Chine, et que ce soit à la fois pour prouver la prétendue supériorité de son modèle de gestion de la crise face à celui de l'Occident, ou bien pour pallier la moindre efficience des vaccins chinois. Et donc après s'être enorgueilli d'avoir bien géré la crise, comme en témoigne la guerre des masques, la bataille des narratifs ou encore le difficile travail d'enquête de l'OMS, la Chine ne risque-t-elle pas d'entraîner de nouvelles ruptures des chaînes d'approvisionnement mondiales en reconfinant de telles parts de son territoire ? Vous nous présenterez vos analyses sur le risque de contraction de l'économie chinoise et sur ses éventuelles répercussions économiques internationales, mais aussi sur l'équilibre politique du pouvoir chinois à l'aube du troisième mandat probable de Xi Jinping et les perspectives d'évolution de l'appareil interne du Parti communiste chinois qui assoit sa légitimité sur l'émergence promise des classes moyennes chinoises. Par ailleurs, d'autres bouleversements géopolitiques majeurs sont intervenus, notamment la signature de l'accord de coopération AUKUS, dont la Chine a fait une lecture au mieux de ses intérêts sur la versatilité de l'allié américain. Plus récemment et plus cruellement, la guerre en Ukraine a modifié notre lecture commune de l'ordre international. Vous nous direz comment la Chine se positionne dans cette perspective, tant vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis de l'Union européenne et de notre pays. Est-ce que vous considérez que son discours sur le déclin de l'Occident s'en trouve renforcé ? On a lu ici ou là que le risque existait que Taïwan devienne l'Ukraine de la Chine. Vous nous donnerez votre analyse sur ce sujet. Les nouvelles routes de la soie semblent avoir permis à la Chine de réduire sa dépendance énergétique et alimentaire, mais aussi à bas bruit de développer sa puissance monétaire. La question de l'internationalisation de la monnaie chinoise, favorisée par les Jeux olympiques, par la pandémie, les sanctions à l'encontre de la Russie, tout cela mérite un éclairage particulier que je vous invite à nous apporter. Et donc, selon nos méthodes habituelles, je vous propose une 15-20 minutes de présentation, puis après, nous aurons peut-être quelques questions complémentaires. Madame, Monsieur, vous avez la parole. C'est ça. Merci, Monsieur le Sénateur. Merci à vous tous de nous avoir conviés à cet échange sur la Chine. Donc, nous avons réparti le travail de manière assez naturelle compte tenu de nos spécialités respectives. Je vais commencer par faire un point sur l'économie chinoise et Marc ensuite nous parlera de l'aspect politique et géopolitique. Donc, le premier point, première remarque liminaire. Il faut bien comprendre qu'à la fois la pandémie et la guerre en Ukraine, d'un point de vue économique, intervient en Chine dans un contexte qui n'était pas particulièrement brillant, déjà. Il y avait certaines difficultés économiques auxquelles la Chine était confrontée, avec notamment cette fameuse crise du secteur immobilier. Faillite de grands promoteurs, le scandale Evergrande, etc. Donc on a déjà une situation économique un peu difficile, ensuite encore aggravée par la poursuite des tensions commerciales avec les États-Unis. Donc le contexte global n'est pas nécessairement très très positif. Ensuite, si on se concentre vraiment, si on se focalise sur l'impact de la pandémie et de la guerre en Ukraine, je vais prendre ça de manière séquentielle, ce qui est un peu artificiel, étant donné que les impacts peuvent se caramboler,
s'accroître ou se renforcer les uns les autres. Malgré tout, de manière artificielle, la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Quel est l'impact de cette pandémie sur l'économie chinoise? Dans un premier temps, en réalité, l'impact a été plutôt positif. Il y a eu évidemment un impact immédiat négatif sur la Chine, puisque c'est elle qui a été la première frappée par la pandémie. Donc évidemment, ça a bloqué l'activité pendant un certain temps avec le confinement à Wuhan. Mais donc, on a eu un ralentissement très brutal de la croissance en 2020. Mais ce ralentissement a été en réalité suivi par une reprise très vive, et on voit ça sur le graphique. Bon, le graphique, c'est une période extrêmement longue, ça commence en 80, mais on voit qu'il y a eu un effondrement de la croissance, c'est la courbe rouge, et un rebond très rapide. Donc vraiment une reprise en V, et cette reprise, elle s'explique par le fait que les autres pays du monde, eux, étaient touchés, eux, étaient bloqués. Et donc, du coup, la Chine avait un coup d'avance, en quelque sorte. Donc, en réalité, la Chine est une des seules économies, en tout cas la seule grande économie, qui, en 2020, a connu une croissance positive. Ce qui, on est assez envieux, évidemment. La reprise a été aussi très rapide en 2021, mais dès la fin de 2021, on a vu un certain essoufflement de cette croissance, même si les performances à l'exportation, elles, sont restées relativement brillantes. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Si on regarde... Ça ne marche pas, ça? Bon, en principe, ça devrait marcher, mais je ne sais pas. Si, voilà. Si on regarde le commerce entre la Chine et l'Union européenne, on voit que ce commerce, il est quand même assez florissant avec les importations de l'Union européenne, donc exportations de la Chine, qui ont été en forte croissance. Bon, apparemment, il n'y a pas eu d'impact vraiment très négatif de ce point de vue-là. Cela étant, puisque, comme vous le rappeliez en introduction, la pandémie n'appartient pas du tout au passé en Chine, on a aujourd'hui à nouveau des confinements, à nouveau du blocage de la circulation des personnes et aussi des marchandises. Et cette reprise de la pandémie, avec l'émergence de ces nouveaux confinements, va peser certainement assez lourd sur l'économie chinoise, d'autant que cette fois-ci, c'est vraiment le cœur manufacturier de la Chine qui a été touché à Shenzhen, par exemple, le cœur financier à Shanghai, et on peut anticiper que les effets seront vraisemblablement plus négatifs que dans le cas du confinement à Wuhan. En plus, cette reprise de la pandémie peut déboucher sur des incertitudes et donc des retards, voire des reports dans les investissements des entreprises. Et ça se traduit d'ailleurs par un effondrement tout à fait net de l'indice de confiance qui reflète les anticipations des entreprises. Donc aujourd'hui, la Chine, de ce point de vue-là, se trouve confrontée, ce qui a été reconnu d'ailleurs par le Premier ministre Li Keqiang, à un triple défi: contraction de la demande, un choc d'offres avec les ports bloqués, avec la connectivité qui est largement entamée en Chine, et puis une baisse, enfin l'effondrement des anticipations. Donc ça, c'est pour l'aspect pandémie. A priori, un impact immédiatement, pas franchement négatif, mais aujourd'hui, très négatif. La guerre en Ukraine se greffe encore là-dessus, et là, l'impact de la guerre en Ukraine, il est assez mitigé sur la Chine, avec du positif, du négatif. On a d'abord un effet qui est relativement bénéfique dans le domaine énergétique, puisqu'on a pour la Chine un accès à du pétrole bon marché. On a aussi, mais là à plus long terme, une réorientation des flux de gaz vers la Chine, se détournant de l'Europe. Bon, de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus s'emballer trop vite, parce que les choses sont assez compliquées, beaucoup plus compliquées pour ce qui concerne le gaz que pour ce qui concerne le pétrole. Le pétrole se transporte de diverses manières, et donc on peut réorienter les flux assez rapidement. Pour le gaz, ça passe par des gazoducs, et là, les gazoducs, encore faut-il les construire. Et les gazoducs qui alimentent... Oups, je ne suis pas dans le bon sens. Les gazoducs qui alimentent la Chine ne sont pas les mêmes que ceux qui alimentent l'Union européenne. Donc là, vous avez toute la partie gauche de la carte qui montre les gazoducs partant de Russie et alimentant l'Union européenne. Et vous voyez qu'il n'y a pas de connexion entre ceux qui partent vers l'Est et donc vers la Chine et ceux qui partent vers l'Ouest, vers l'Union européenne. Alors, il y a des petits pointillés parce que c'est un projet qui permettrait justement d'interconnecter ces deux systèmes de gazoducs, et ça sera le Power of Siberia 2,
Mais il n'existe pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a juste Power of Siberia 1, qu'on voit complètement à l'extrême droite, là, qui part en gros de la zone du Baïkal et qui va alimenter la Chine par le nord-est, entrant en Chine par le nord-est de la Chine. Donc cette absence d'interconnexion entre ces deux systèmes fait que la réorientation des flux de gaz ne sera pas aussi facile que prévu. Ça va prendre du temps. Bon, c'est lancé, c'est vrai, mais ça ne marche pas aussi vite que ça. Par ailleurs, on a malgré tout des effets bénéfiques aussi, au-delà du secteur purement énergétique. On a une réorientation de la Russie vers la Chine sous l'effet des sanctions. Et donc, du coup, la Russie cherche à vendre ses productions plutôt vers la Chine. Et en particulier, c'est vrai pour le blé. On a des ventes de blé russe à prix cassé parce que la Russie est bien contente de vendre ses productions sur ce marché-là. Ça, c'est le côté un peu bénéfique pour la Chine. On a malgré tout toute une série aussi d'effets beaucoup plus négatifs. Et là, je listerai certains exemples. Cette crise en Ukraine, c'est un coup très dur pour les routes de la soie, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, il y a un tronçon des routes de la soie, qui est peut-être le tronçon le plus visible, en tout cas pour nous, c'est le tronçon ferroviaire. Et ce tronçon ferroviaire, qui traverse donc l'ensemble de la masse eurasiatique, c'était la ceinture, comme les Chinois l'appellent, ce qui est totalement contre-intuitif, mais peu importe. Et cette route de la soie ferroviaire, elle avait tendance à extrêmement bien fonctionner. On a beaucoup glosé là-dessus en Europe et on avait assez peu d'espoir que ça fonctionne. Et en réalité, ça s'est mis à très bien fonctionner et à très bien fonctionner dans les deux sens, de la Chine vers l'Europe et progressivement aussi de plus en plus de l'Europe vers la Chine. Ça a mis du temps, au démarrage c'était assez asymétrique, mais au fur et à mesure, ça s'est équilibré. Et donc on avait quand même un très bon fonctionnement de cette route ferroviaire de la soie, et la barre du million de conteneurs a été franchie en 2021, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, sous l'effet de la guerre en Ukraine, il est clair que cette route de la soie ferroviaire, elle est quand même un petit peu en difficulté, parce que tout le trajet qui passe par la Russie, les opérateurs hésitent désormais, les opérateurs en tout cas occidentaux et européens, hésitent. Donc là, on a eu un effondrement des transports suite au conflit. Et puis on a la route qui passe par l'Ukraine, qui était une voie secondaire certes, et celle-là est évidemment complètement bloquée. Donc cet aspect vraiment très précis de la route de la soie ferroviaire a pris quand même un coup sous l'effet de la guerre. Et puis de manière plus générale, les projets qui sont développés dans le cadre de ces fameuses routes de la soie aussi sont de toute façon négativement frappés du fait de la neutralité affichée par Pékin qui pèse sur les relations entre la Chine et l'Ukraine. En outre, on a aussi un effet tout à fait négatif du fait des sanctions qui sont imposées à la Russie et qui risquent de peser et de poser des problèmes de conformité, de compliance à la Chine si elle continue, elle, de commercer avec Moscou. Autre élément négatif, on a aussi une détérioration du portefeuille de prêts de la Chine. La Chine prêtait à la Russie, mais elle prêtait également à l'Ukraine et elle prêtait à la Biélorussie. Et donc trois pays qui aujourd'hui sont évidemment en difficulté économique, en situation économique un peu compliquée. Et donc ça pèse sur le portefeuille des prêts chinois. Et enfin, dernier impact un peu indirect de la guerre en Ukraine, c'est la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis, qui va induire un écart de plus en plus important entre les taux d'intérêt américains et les taux d'intérêt chinois, qui, eux, au contraire, sont faibles, et la situation de la Chine appelle à maintenir ces taux à bas niveau. Et donc, on a un écart qui est très important, et ça risque de conduire à des fuites de capitaux, enfin des sorties de capitaux, en tout cas, de la Chine vers le reste du monde. Donc, globalement, je dirais que pour l'impact de la guerre en Ukraine, c'est plutôt un impact négatif que positif, alors que la pandémie avait eu au démarrage, elle, un effet plutôt positif et ensuite un effet négatif. Donc tout ça pour dire que la situation chinoise est compliquée et tout ça vient s'ajouter aux difficultés initiales que connaissait la Chine. L'objectif de croissance que se sont fixés les autorités, c'est 5,5. Toutes les instances, les institutions internationales n'y croient pas.
Le Fonds monétaire a revu ses prévisions à la baisse et est aujourd'hui à 4,4%. Alors pour ma part, je ne ferai pas grand cas en réalité de ces objectifs de croissance. Ces objectifs de croissance, ils ne veulent pas dire grand-chose en réalité, parce que les autorités chinoises peuvent très bien, d'abord, manipuler allègrement les chiffres, ça tout le monde le sait, mais elles peuvent aussi très bien, vraisemblablement, atteindre l'objectif fixé si elles se lancent dans un vaste plan de relance d'investissement, ce qui est la manière traditionnelle de faire en Chine. Et donc elles peuvent très bien parvenir à cet objectif de croissance de 5,5, mais cette croissance sera une croissance qui ne sera pas très saine, qui sera en quelque sorte artificielle, parce qu'alimentée par des investissements, et des investissements qui ne sont pas nécessairement des investissements productifs. Des investissements dans les infrastructures, bon, ça peut être très bien les investissements dans les infrastructures si ces infrastructures servent vraiment à quelque chose. Mais s'il s'agit d'infrastructures vraiment pour la beauté du geste, en quelque sorte, ça ne sert pas à grand-chose et ça sert simplement à alimenter la machine chinoise, mais pas nécessairement à l'inscrire dans une trajectoire de croissance vraiment solide. Donc l'objectif de croissance peut-être sera-t-il atteint, et ça fera bien l'affaire de Xi Jinping qui pourra se vanter d'avoir atteint cet objectif et donc qui pourra se monter auprès de sa population d'être un bon gestionnaire économique. Mais à mon avis, ça ne voudra pas nécessairement dire grand-chose. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'emballer autour de ce débat sur les objectifs de croissance. Dernier point, et j'ai conscience que je suis un peu trop longue, dernier point sur les réorientations du coût sous ces différents effets de la politique économique en Chine. À mon avis, on aura du changement dans la continuité ou de la continuité du changement, comme on dit très souvent chez nous. Le renforcement d'orientation précédemment amorcée va certainement être observé, c'est-à-dire que la fameuse stratégie de la double circulation lancée par Xi Jinping il y a maintenant 2 ans, cette stratégie va perdurer avec la volonté d'autonomiser un peu plus l'économie chinoise à travers deux leviers, à la fois une autonomisation technologique, et ça c'est la poursuite du programme Made in China 2025, qui a changé de nom, mais il y a toujours cette volonté de s'autonomiser sur le plan technologique, mais aussi d'autonomiser le marché chinois en essayant de s'appuyer plus sur la consommation interne. Donc ça va être maintenu avec plus ou moins de succès, ça c'est autre chose, mais je pense que cet objectif-là, ce cap-là fixé sera maintenu. Ce que l'on va certainement aussi voir, c'est, comme je l'indiquais à l'instant, un plan de relance gouvernementale pour soutenir la croissance, parce que sinon ça va être très très compliqué pour les autorités chinoises. Et puis, le dernier point, on aura vraisemblablement une relance aussi des efforts d'internationalisation du renminbi. Et ça, moi, je ne vois pas tellement de lien très direct entre les Jeux Olympiques et la pandémie et l'internationalisation du renminbi. Par contre, je vois un lien très direct entre la guerre en Ukraine et l'internationalisation du renminbi. Là, il est assez évident que la volonté d'utiliser d'autres monnaies que le dollar, d'être moins dépendant du dollar, cette volonté est certainement renforcée dans le cadre de la guerre en Ukraine, où on a vu que cet instrument monétaire a été utilisé par les États-Unis et l'Union européenne en l'encontre de la Russie. Donc je pense que ça a certainement fait comprendre aux autorités chinoises qu'être un peu plus autonome sur le plan monétaire, vraiment de la monnaie, pouvait être très, très intéressant. Et donc il est vraisemblablement, on peut s'attendre vraisemblablement à un renforcement de cette stratégie-là. Là aussi, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ça change très très rapidement. Les choses dans ce domaine-là avancent très lentement. Et là, j'avais préparé quelques petits graphiques qui vous montrent la situation des différentes monnaies dans le monde sur la base de différents indicateurs. Et on voit bien que le poids du dollar est encore très très largement prédominant. C'est vrai qu'il y a un recul, là, l'évolution va de 2000 à 2019, on a un recul du dollar, mais malgré tout, il reste encore très très important. Ça, c'est dans la composition des réserves de change. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le poids du renminbi qui est quasi zéro, c'est très faible. Il y a une petite augmentation, il y a quand même des choses qui changent, qui bougent, et on peut anticiper que ça se poursuive. Il y a d'autres indicateurs que l'on peut regarder, c'est les opérations de change, les émissions de dette, les prêts internationaux et les paiements internationaux.
Et là, on voit aussi que le dollar est encore vraiment la principale monnaie, même si l'euro s'en tire pas si mal, en tout cas en ce qui concerne les paiements. Mais ce qui ressort de manière très très claire, c'est que le renminbi, lui, est très très loin de compte. Alors oui, il peut y avoir une volonté, il peut y avoir toute une série de mesures mises en place, et en particulier un effort pour essayer de faire adhérer plus d'institutions financières au système chinois de Cross-Border Interbank Payment System, le CIPS, qui n'est pas exactement l'équivalent de SWIFT, mais qui est un moyen aussi de faire des compensations en yuan, en renminbi. Mais pour l'instant, ce système-là, il a, je crois, 1100 membres, alors que le système SWIFT, c'est 11 000. Donc on est quand même assez loin, il ne faut pas non plus trop se faire d'illusions, mais les choses changent et il ne faut pas non plus se caler sur le passé pour anticiper l'avenir. Donc on peut s'attendre malgré tout à ce qu'il y ait un vrai effort pour renforcer l'utilisation du renminbi. Dernier mini-point. Ce qui est quelque chose que je viens de voir ce matin même dans l'orientation des politiques économiques chinoises, prenant acte, je pense, de la détérioration de la situation économique. Ce qui semble apparaître, c'est que les autorités reviennent légèrement en arrière sur la mise au pas qu'elles avaient essayé de lancer à propos des grandes entreprises de haute technologie. Là, elles ont là... Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elles revenaient un petit peu sur cette stratégie parce qu'elles se rendent compte que cette mise au pas a été en réalité assez négative pour l'économie chinoise. Donc il semble qu'il y a un léger rétropédalage qui, à mon avis, traduirait une certaine inquiétude de la part des autorités chinoises. Et là, je passe, je pense, la parole à mon collègue Marc Julienne qui peut élaborer sur cette perte de confiance peut-être de la part des autorités chinoises. Merci Françoise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de me donner la parole. Je voulais revenir dans les quelques minutes qui me sont imparties sur quelques enjeux urgents liés à la Chine, d'abord liés à la crise ukrainienne et aux relations sino-russes, puis le contexte politique intérieur chinois, qui est pour le moins volatile. Et puis enfin, si vous me le permettez, revenir sur sortir un petit peu de l'actualité immédiate pour couvrir certains enjeux plus structurels de ces 10 dernières années en Chine. Alors pour commencer sur la guerre en Ukraine, en dépit d'un discours de neutralité revendiqué, Pékin soutient Moscou tacitement et avec une certaine distance. 3 semaines avant la guerre, vous vous en souvenez certainement, Xi Jinping avait reçu Vladimir Poutine à Pékin. C'était le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les deux chefs d'État avaient alors affiché leur amitié sans limite, c'est comme ça que les Chinois l'ont appelé, et ont signé une longue déclaration conjointe qui donnait leur vision de l'ordre du monde actuel. Alors, la relation sino-russe est en effet meilleure qu'elle ne l'a jamais été, et je cite de nouveau le discours officiel, mais il faut préciser que cette relation revient de loin. Je rappelle que de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 80, l'URSS et la Chine se concevaient plutôt comme des adversaires, et se sont même fait la guerre à plusieurs reprises à la fin des années 60. Depuis l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine en 2014 et l'isolement de la Russie qui en a résulté, la Chine a constitué un partenaire indispensable pour la Russie, mais au coût d'une dépendance accrue. L'Ukraine va nécessairement renforcer cette dépendance vis-à-vis de la Chine dans tous les domaines. Dans le domaine économique, premièrement, diplomatique, bien évidemment aussi, mais aussi dans le domaine technologique, dans le secteur spatial, dans lequel la Russie est en train de perdre du terrain, voire peut-être à moyen terme dans le domaine militaire. De plus, les divergences que les deux pays veulent à tout prix dissimuler pour mettre justement en lumière cette amitié solide comme le roc, je cite de nouveau le langage officiel, ces divergences existent toujours bel et bien. Parmi celles-ci, on peut parler des ambitions chinoises dans l'Arctique, que Moscou voit avec méfiance, l'influence croissante de la Chine en Asie centrale, les stratégies de l'un et de l'autre en Afrique, qui parfois pourraient arriver en compétition, mais c'est aussi la coopération de la Russie avec l'Inde, dans les domaines militaires et dans le domaine spatial, qui n'est pas pour plaire à Pékin. Et puis, on pourrait aussi mentionner les disputes territoriales très anciennes, qui, pour certaines, ont été résolues, mais qui pourraient réémerger à mesure que que l'ascendance chinoise sur la Russie se confirme dans les années à venir.
Donc chacun des deux États, finalement, défend ses intérêts propres et leur seul intérêt commun, finalement, se limite essentiellement à l'opposition aux États-Unis, à l'OTAN et à son élargissement, alors que ce soit un élargissement géographique ou la conception de nouvelles missions de l'OTAN vers l'Indo-Pacifique, ou en tout cas tous ces débats au sein de l'OTAN actuellement et dans la perspective du sommet de juin à Madrid de l'OTAN, et le pacte AUKUS que vous avez rappelé, Monsieur le Président, qui a été annoncé en septembre dernier. Et puis plus généralement, finalement, le point commun, l'axe de convergence essentiel entre la Russie et la Chine, c'est l'opposition aux démocraties libérales occidentales, mais pas que. Et donc c'est là la raison principale du soutien de Pékin à Moscou dans la guerre en Ukraine. Ce soutien donc est essentiellement diplomatique et économique, bien que, et Françoise l'a rappelé, dans la limite des sanctions internationales que la Chine respecte. Mais en tout cas, elles sont diplomatiques et économiques car la Chine n'a pas d'intérêt à s'impliquer plus avant dans le conflit et même bien au contraire. Les intérêts économiques de Pékin en Ukraine ont certes été touchés, Françoise Nicolas l'a rappelé, mais ce ne sont pas des intérêts qui sont entièrement indispensables, incontournables ou vitaux. La Chine subit les effets des sanctions contre la Russie par l'arrêt de certaines exportations vers la Russie et l'augmentation du prix de l'énergie et des matières premières. D'un autre côté, la Chine tire aussi certains bénéfices. La guerre détourne l'attention des Américains, voire des Européens, peut-être de la région Indo-Pacifique. Elle rend la Russie encore plus dépendante vis-à-vis de la Chine et donc aussi plus docile dans un rapport de négociation. Et elle constitue aussi, cette guerre, un défi pour les solidarités européennes et au sein de l'Alliance atlantique. La Chine n'a donc aucun intérêt à s'impliquer dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire dans le sens d'un soutien plus franc, plus direct à Vladimir Poutine, ou dans le sens de jouer un rôle de médiateur en faveur d'un cessez-le-feu, par exemple. Et surtout, la raison majeure qui tient Pékin à distance de l'Ukraine, c'est que le secrétaire général Xi Jinping a de nombreux autres dossiers autrement plus pressants et sensibles, en Chine même. Donc la Chine se tiendra à l'écart du conflit aussi longtemps que possible et maintiendra son soutien à Vladimir Poutine aussi longtemps que possible. Selon l'évolution du conflit, Pékin a toutefois certaines limites dans ce qui est acceptable pour préserver ses intérêts. La limite de l'acceptable pour Pékin est d'un côté une défaite cinglante de Vladimir Poutine, voire sa chute, et de l'autre côté une escalade du conflit vers un conflit mondialisé que la Chine ne veut pas voir. Les dossiers sensibles en Chine auxquels je faisais allusion à l'instant, vous les connaissez. Il s'agit avant toute chose de la reprise épidémique du Covid-19 à travers la Chine. Alors ça a été tout d'abord au nord-est du pays, puis dans le sud, dans la ville industrielle de Shenzhen. Ces dernières semaines, depuis plus d'un mois, à Shanghai, la ville la plus peuplée de la Chine et la capitale économique. Et désormais, l'augmentation des cas dans la capitale, Pékin, et dans d'autres villes du centre. Les autorités chinoises s'accrochent coûte que coûte à cette politique de zéro Covid et imposent des confinements draconiens très fortement délétères pour l'économie, mais aussi pour la stabilité sociale. La situation aujourd'hui, c'est que le pouvoir chinois semble acculé entre d'un côté une économie qui ralentit trop vite, avec une croissance du PIB qui n'atteindra pas ses objectifs, ou en tout cas de manière artificielle, comme le rappelait Françoise Nicolas, mais aussi une contestation populaire qui monte dans certaines villes densément peuplées de la côte Est. Et de l'autre côté, il y a l'impossibilité de se résoudre, pour le pouvoir, à faire marche arrière sur cette politique zéro Covid, appliquée depuis plus de 2 ans et qui montre aujourd'hui ses limites évidentes. Ce contexte, qui est à la fois économique, politique et social, très volatile, intervient à quelques mois du 20e congrès du Parti communiste chinois, qui se tiendra à l'automne, et lors duquel, vous l'avez aussi rappelé, Monsieur le Président, le secrétaire général Xi Jinping briguera un 3e mandat, fait inédit depuis Mao. Dans ce type de congrès, qui a lieu tous les 5 ans, et tous les 10 ans, c'est encore plus important parce que c'est un changement une transition, un changement de génération au sommet du pouvoir en Chine, sont toujours des périodes de grande sensibilité politique, mais dans le contexte que je viens de brosser, cette sensibilité est d'autant plus aiguë. Peu de spécialistes doutent du fait que Xi Jinping sera reconduit, dans la mesure où il a passé les 10 dernières années à verrouiller le pouvoir. Toutefois, la volatilité du contexte pousse à la prudence et invite même à envisager tout type de scénario alternatif.
Si le bilan politique, économique et social de Xi Jinping était jugé insatisfaisant au sein de l'appareil du parti, sa reconduction pour un mandat ou des mandats supplémentaires pourrait être contestée. Dans un tel scénario, on peut craindre que le seul levier pour Xi Jinping pour se maintenir au pouvoir et éviter la vindicte qui pourrait arriver, serait encore de mobiliser un autoritarisme encore plus brutal. Et donc cela me permet de rappeler pour finir quelques tendances lourdes de politique interne chinoise depuis l'arrivée au pouvoir du secrétaire général Xi en 2012, puis le début de son second mandat en 2017. Il me semble important de faire ce rappel justement pour prendre un peu de recul avec l'actualité et garder à l'esprit ces tendances profondes et très importantes en Chine actuellement. Ce contexte est celui d'un resserrement autoritaire, voire d'une trajectoire néo-totalitaire que prend le Parti communiste sous la direction du secrétaire général actuel. Et pour citer quelques exemples, c'est la toute-puissance du Parti communiste sur les instances de l'État, sur la République, la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme, le culte de la personnalité et l'omniprésence du secrétaire général dans la sphère publique, la constitutionnalisation de sa pensée et son enseignement obligatoire de l'école primaire jusqu'à l'université, mais aussi enseignement obligatoire pour les journalistes, pour les cadres du parti, l'abolition de la limite de mandat du président de la République, l'exacerbation du contrôle social à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la société, et enfin le retour de l'idéologie et de la discipline comme valeur cardinale au sein de la société. Depuis 2017 en particulier, le régime chinois se caractérise par une agressivité exacerbée, à la fois sur la scène intérieure, mais aussi sur la scène internationale. Je me dois de rappeler en premier lieu l'internement massif, indiscriminé des Ouïghours et d'autres minorités dans la région du Xinjiang. Vous le savez, l'Assemblée nationale a relevé son caractère génocidaire. La répression finalement généralisée contre les religions en Chine, la reprise en main brutale et contraire au droit local et au droit international de Hong Kong, et puis plus généralement les droits et libertés qui sont battus en brèche, que ce soit les avocats des droits humains, les journalistes et blogueurs indépendants, les lanceurs d'alerte, et même de plus en plus d'ailleurs les journalistes étrangers qui sont basés en Chine. Sur la scène extérieure, cette agressivité s'exprime à travers, par exemple, la pression militaire qui est régulière, qui est quotidienne et croissante à l'égard de Taïwan, l'éclatement d'un conflit meurtrier au printemps 2020 avec l'Inde, une diplomatie aussi plus agressive, la multiplication des menaces et des sanctions économiques de la part de la Chine contre un nombre d'États croissant en Asie, mais aussi contre l'Australie et évidemment, y compris au cœur de l'Union européenne, puisque la Lituanie, par exemple, est toujours sur le coup de sanctions économiques chinoises, puisque plus de 90% de son commerce est tout bonnement interrompu avec la Chine depuis décembre. Voilà les quelques éléments introductifs que je souhaitais vous soumettre pour traiter à la fois ce contexte international et intérieur immédiat, mais aussi avoir à l'esprit et en tête ces tendances de la dernière décennie. Voilà, je vous remercie de votre attention et reste à la disposition pour les questions. Merci, Madame, Monsieur. Donc, quelques questions complémentaires. Tout d'abord, Pascal Alizard. Oui, Monsieur le Président, merci pour votre exposé. Bon, c'est un sujet qui me passionne et sur lequel je travaille assez régulièrement. J'aurais voulu quelques éléments d'éclairage, s'il vous plaît, supplémentaires. Tout d'abord, vous avez évoqué, vous venez de rappeler le caractère autoritaire du régime chinois, et ça, je pense que c'était absolument nécessaire. Il n'empêche quand même que c'est un grand pays, que c'est une économie majeure, fragile ou avec ses fragilités, mais comme toutes les économies, et avec lequel tout le monde commerce quand même. Donc on est bien obligé d'en tenir compte. Moi, il me semble que sur l'aspect Belt and Road ou route de la soie, on l'appelle comme on veut, il y a une dimension de politique intérieure, on appellerait ça d'aménagement du territoire dans notre langage français, probablement freinée par la pandémie, mais néanmoins réelle. Donc, est-ce que l'on partage cette vision des choses? C'est mon premier point. Mon second point, c'est effectivement la politique économique à venir que vous avez souligné. Et j'ai une question, alors pardonnez-moi, elle est un peu provocatrice, mais c'est pour faire réagir. Et ma question, c'est de vous demander, quand l'Union européenne, par exemple, rachète de la dette et bat monnaie
pour financer un plan de relance européen dans le cadre de la pandémie, est-ce que vous parlez aussi de résultats artificiels, puisque c'est le terme que vous avez utilisé? Je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même que l'on puisse caler les langages. Question suivante, et là c'est une information que je cherche. Comment analysez-vous le stock de dette des États-Unis détenu par la Chine? Est-ce que c'est neutre dans le raisonnement ou est-ce que c'est un élément de fragilité croisée, puisque ça peut être un élément de dépendance pour les États-Unis et ça peut être aussi un frein pour la Chine dans l'internationalisation du RMB, parce que bon, vous avez présenté des chiffres 2019, 2020 et on les partage, mais les choses ont quand même bougé et bougent très rapidement, je crois. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même et on a des éléments là-dessus. Hein. Le SWIFT chinois, c'est pratiquement 10% des adhérents, vous l'avez dit, mais pratiquement 10% des volumes dans le cadre de la crise avec l'Ukraine. Donc 10%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même nettement plus que ce qu'il y avait il y a 2-3 ans. Et en fait, la question qui est derrière ça, est-ce que vous ne pensez pas que le yuan va être utilisé, et pas forcément que par les Chinois, mais par les spéculateurs, parce que là on parle de flux d'échanges un peu normaux, mais il y a aussi des mouvements de spéculation, et est-ce que vous ne croyez pas que la loi de Gresham pourrait s'appliquer, et qu'en fait le RMB soit utilisé au niveau international comme monnaie de spéculation contre le dollar? Moi c'est une de mes inquiétudes, donc je vous demande votre avis sur ce point-là. Et dernière question, ça concerne effectivement bon, les routes de la soie. Je partage votre avis sur, je dirais, cette route européenne, mais il y a bien d'autres routes. Bon, bien évidemment, vous avez vu les évolutions récentes au Pakistan. Donc, est-ce que le CIPEC, par exemple, va reprendre son développement, puisque c'est quand même une infrastructure lourde et qui peut parfaitement contourner, en arrivant par la Méditerranée, parfaitement contourner la problématique de la voie ferroviaire, ou par exemple les relations privilégiées entre la Chine et le régime birman actuel, puisque bien évidemment il faut bypasser le détroit de Malacca. Monsieur le Président, j'arrête là parce que j'ai déjà été trop long, mais vous savez que le sujet me passionne. Bien, mais il ne faut pas épuiser les questions des collègues. Donc, Guillaume Gontard. Oui, merci Monsieur le Président et merci pour vos interventions. Moi j'avais une question sur la politique de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. Le Conseil de l'Union européenne a récemment adopté une boussole stratégique en matière de sécurité et de défense et dans laquelle le propos sur la Chine apparaît ambivalent. Elle est à la fois présentée comme un partenaire de coopération, un concurrent économique, mais aussi un rival systémique. Cette description des rapports entre l'Union européenne et la Chine vous semble-t-il due à notre situation de dépendance, tout autant que concurrence économique, en parallèle d'un régime chinois qui se montre autoritaire à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières? Ou cette entre-deux dans l'expression reflète-t-il des divergences d'appréciation entre pays de l'Union européenne concernant la Chine? La boussole stratégique de l'Union européenne exprime aussi une volonté du développement de collaboration avec d'autres partenaires régionaux. Et quels États identifiez-vous dans la région pour entreprendre une politique ambitieuse aux côtés de l'Union européenne face à la Chine dans la zone Indo-Pacifique? Merci. Merci Guillaume. Hugues Saury. Alors, voilà. Alors, on passe à Jacques Lenné. Oui, merci Monsieur le Président. Madame Nicolas et Monsieur Julien, je voudrais savoir quel est le poids de la France, seul pays européen dans la région, dans l'établissement de la stratégie européenne pour l'Indo-Pacifique. La Chine a récemment signé un accord de défense avec les îles Salomon. Existe-t-il d'autres projets d'accord semblables avec des îles du Pacifique? Quels sont les avantages profitant aux pays insulaires dans l'établissement de telles relations? Et quelle est la place des îles du Pacifique et plus particulièrement de la Polynésie française dans le projet maritime des routes de la soie? Merci. Alors, Olivier Cadic. Merci, Monsieur le Président. Oui, il
y a une chose nouvelle aussi récemment, c'est qu'il y a un employé de la délégation de l'Union européenne à Pékin qui a été emprisonné et qui fait partie justement des motifs d'inquiétude que nous avons. Lorsque nous sommes allés en octobre dernier à Taïwan, le scénario qui était envisagé à l'époque, c'était justement une invasion de Taïwan par la Chine qui serait succédée très vite d'une invasion justement de la Russie en Ukraine. On se trouve donc avec ce phénomène qui semble inversé, puisque la pression sur Taïwan reste très forte. Et la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce qu'on se prépare à une politique de sanctions éventuelle vis-à-vis de la Chine, comme on est en train de la faire vis-à-vis de la Russie. Quel impact pour les pays européens, de l'Union européenne, si on devait rentrer dans un système de sanctions vis-à-vis de la Chine, comme vers la Russie? Moi, j'observe la dépendance de l'Allemagne par rapport à la Chine, mais je vois aussi le Luxembourg, puisqu'on parle de ferroviaire, mais on pourrait parler d'aérien. Et donc, avec Luxair, il y a vraiment une sorte de couloir qui fait des importations de Chine via le Luxembourg. Donc, il y a une forte exposition aussi, par exemple, du Luxembourg à la Chine. Donc, si on devait avoir cette politique de sanctions vis-à-vis de la Chine, suite à une invasion de Taïwan ou avec les exactions contre les droits humains observées, quel serait l'impact pour la France, l'Allemagne, et quels seraient les pays en Europe qui ont la plus grande exposition au risque Chine? Merci. D'accord. Merci, Olivier. Je reviens à Hugues Saury qui a toujours sa question. J'ai dû sortir. Merci, Président. La Chine est une puissance nucléaire depuis 1964. Elle a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires dans les années 90, en 92 exactement. Elle annonce agir pour prévenir la guerre nucléaire et en même temps, un certain nombre de clichés ont été pris via un satellite l'été dernier qui montrait qu'elles étaient en train de monter, que la Chine était en train de monter de nouveaux silos, 300 nouveaux silos, susceptibles donc de lancer des missiles nucléaires. Et plus récemment, au début de l'année, la Chine a confirmé son intention de moderniser et de tripler son arsenal nucléaire afin de dépasser 1000 têtes d'ici 2030. Quelle est la doctrine précise de la Chine dans ce domaine et comment devons-nous interpréter cette densification donc, de l'arsenal nucléaire chinois? Je vous remercie. Merci Hugues. Alors nous avons deux questions en visio. André Gattelin, s'il est... Oui, merci Monsieur le Président. Je veux tout d'abord remercier Madame Nicolas et Monsieur Julienne pour la clarté toujours lumineuse de leurs exposés. Moi, je voudrais revenir un peu dans le prolongement de la question précédente sur la question militaire. On sait que depuis 10 ans, la Chine s'est lancée dans une politique d'armement accrue, notamment en matière maritime et dans le développement de sa flotte sous-marine. Tout ça est extrêmement coûteux, même si la part officielle dans le budget chinois consacré à la défense est bien inférieure à celle des États-Unis. Il n'empêche que dans un pays qui connaît un ralentissement de sa croissance, ça peut être source effectivement de croissance, mais un peu artificielle, et surtout, ça a sans doute des impacts dans les décisions budgétaires par rapport au social, par rapport à toute l'éducation, un certain nombre de sujets. Qu'en est-il? Et puis, toujours dans cette logique-là, quelle est la réelle valeur capacitaire de l'armée de libération du peuple chinois? On dit que c'est un pays qui n'a pas connu de vrais conflits éprouvés depuis une cinquantaine d'années. On sait qu'énormément d'argent est consacré, comme en Russie, en Fédération de Russie, au contrôle et à la répression interne. Est-ce que c'est au détriment de l'armée de terre comme en Russie, puisqu'on voit que les militaires russes sont moins bien équipés globalement que les gens qui assurent la sécurité dans les grandes villes et sur le territoire de Fédération de Russie? Alors, y a-t-il un mythe de l'armée chinoise, comme on peut dire qu'on a vécu un mythe de l'armée russe ces dernières semaines? Je vous remercie. Merci André. Enfin, pour finir, toujours par visio, Gisèle Jourda, si elle est là. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aurais une question. Ah, vous m'entendez?
On t'entend très bien, Gisèle. Là, on ne t'entend plus, là. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, je disais, je voulais demander donc à Monsieur Julienne des précisions lorsque vous avez dit donc que quelque part en ce qui concernait donc la Chine, donc quelque part l'attention focalisée sur l'Ukraine permettait un détournement donc des enjeux sur l'Indo-Pacifique. Alors moi, j'avais une question justement. Puisqu'il y a ce détournement d'attention, sait-on si la Chine en profite pour développer certains liens avec des pays qui peuvent y être davantage favorables, donc avec les pays de l'ASEAN? Ensuite, ma seconde question portera toujours sur une interrogation que vous aviez, Monsieur Julienne, puisque vous affirmiez en décembre dernier, dans une tribune publiée dans Le Monde, que la France devait affermir ses positions quant à son attitude vis-à-vis du gouvernement chinois. Donc, je souhaiterais savoir si dans ce questionnement, vos attentes sont satisfaites depuis le début de la présidence de la France du Conseil de l'Europe, et à défaut, quelle est selon vous l'attitude appropriée pour que la France se positionne vis-à-vis de Pékin? Voilà, moi, les questionnements que j'avais, sachant que vous avez parlé aussi du spatial, et si vous pouviez nous faire un petit focus plus particulier sur la Chine et le spatial et cette émulation donc avec la Russie, ce serait très bien. Merci à vous. Merci Gisèle, merci beaucoup pour ces questions. Voilà, Madame Nicolas, Monsieur Julienne, voilà un panel de questions complémentaires. Je vous laisse la parole pour répondre en essayant de rester dans les temps qui généralement sont ceux de la Commission. On a du pain sur la planche, comme on dit. Alors, je vais peut-être regrouper des questions. Il me semble qu'il y a... Enfin, oui, c'est nécessaire, sinon on va vraiment pas s'en tirer dans les délais. Il me semble qu'il y a toute une série de questions autour des routes de la soie, et notamment posées par M. Alizard. Alors, sur la question des objectifs de ce projet, et est-ce qu'il y a un objectif qui serait un objectif de politique intérieure ? Je pense que oui, il y a effectivement une dimension de politique intérieure dans cette histoire-là. Et ce qu'il s'agissait de... En fait, ce projet des routes de la soie n'était pas aussi nouveau que ça. C'était en grande partie un reconditionnement de différents programmes antérieurs. Et donc, le programme de développement de l'Ouest, de la Chine, les provinces de l'Ouest qui étaient nettement en retrait par rapport aux autres sur le plan du développement économique, ces routes de la soie avaient vocation à les aider à justement se développer. Honnêtement, ce pan-là des routes de la soie, à mon avis, est assez secondaire. Les autres objectifs, les objectifs de projection de puissance économique à l'international sont quand même très nettement prioritaires. Malgré tout, il y a quand même un objectif interne qui est important, c'est de permettre justement à l'économie chinoise de continuer à tourner bien. Ça, il est clair qu'en se projetant à l'extérieur, ça va faciliter les choses. Mais donc, la question du rééquilibrage intérieur ou du réaménagement du territoire, moi, je verrais ça. C'était certainement un objectif tout à fait au départ, mais je pense que c'est un objectif qui n'est pas passé à la trappe, mais qui est très secondaire, assez marginal. Toujours sur cette question des routes de la soie, évidemment que ce projet, il est absolument tous azimuts géographiquement. Et la dimension ferroviaire à travers le continent eurasiatique, c'est une dimension tout à fait, enfin là aussi secondaire, non, mais c'est un des aspects parmi bien d'autres. Mais pour ce qui nous concerne, nous, Européens, c'est quand même d'abord ce qui est le plus visible et ce qui nous impacte aussi le plus directement. Donc là, si on a un retour en arrière sur cette connexion-là, ça pèsera aussi sur l'Europe, ça pèse sur la Chine, mais ça pèse aussi sur la Russie, ça pèse sur les pays qui sont traversés, et ça peut peser aussi sur l'Europe. Alors vous parlez d'une réorganisation possible de ce cheminement. Là, les Chinois ont déjà pensé à ça, hein, vous pensez bien, et donc il y a une autre voie
qui est envisagé, c'est traverser le Kazakhstan, ça part toujours du Kazakhstan, on traverse le Kazakhstan, et là, au lieu d'aller vers le nord, donc vers la Russie, et puis ensuite la Biélorussie, voire l'Ukraine, c'est de passer vers la Géorgie. Donc on traverse la Baltique, on arrive en Géorgie, on passe éventuellement un petit coup par l'Arménie, et on arrive en Turquie. Alors, c'est une route alternative. Le problème, c'est qu'il y a déjà un transbordement à effectuer pour traverser la Baltique, ce qui est quand même compliqué. Non, pas la Caspienne, pardon, excusez-moi. La Caspienne. Donc là, il y a un transbordement, ce qui complique quand même dangereusement les opérations. Et c'est aussi beaucoup plus long. Donc c'est une voie alternative, certes, ça existe, c'est envisagé, mais ça paraît très très difficile de remplacer, que cela remplace le trajet initial qui traversait la Russie. Et puis il y a d'autres alternatives. L'autre alternative, c'est de revenir à la route maritime. Et la route maritime, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle permet de transporter beaucoup plus de choses, mais ça prend plus de temps. Donc là aussi, l'arbitrage se fait. Tout dépend un peu de ce qui doit être transporté. Mais pour remplacer vraiment cette route qui traverse la Russie, il n'y a quand même pas d'options, une foultitude d'options. La plus immédiate, ça c'est à travers le Kazakhstan, la Géorgie, mais c'est quand même assez compliqué d'un point de vue technique. Toujours sur les routes de la soie, qu'en est-il du projet pakistanais de CIPEC? C'est un projet emblématique aux yeux de Pékin. Là, c'était censé être quand même un exemple, un flagship project, comme on dit. Et ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Il y a énormément de difficultés qui tiennent à la sécurité au Pakistan, et ce qui avait vraisemblablement été largement sous-estimé par les Chinois. Et ils avaient envoyé de la police ou de l'armée pour essayer de sécuriser l'affaire, mais s'il faut avoir un policier derrière chaque ouvrier, c'est quand même pas optimal comme configuration. Donc c'est vrai que c'est un bras là, de la route de la soie qui est un peu compliqué. Sur les routes de la soie, je ne sais pas qu'il y avait quelque chose d'autre. Ah, la Birmanie. Alors là, la Birmanie, c'est un peu la même chose. C'est compliqué. C'est vrai que c'était une alternative possible. Et la construction à la fois d'un gazoduc et d'un oléoduc à travers la Birmanie avait pour objectif d'éviter le fameux détroit de Malacca et donc de permettre de sortir du dilemme de Malacca. Bon, avec les difficultés en Birmanie aujourd'hui, je sais que le régime de Pékin est assez proche du régime birman actuel. Cela étant, la situation en Birmanie n'est absolument pas stabilisée. Et donc, il est un petit peu difficile de faire fond sur ce pan-là aussi des routes de la soie. Alors là, je pense qu'il faut attendre de voir un peu comment les choses vont évoluer, mais c'est encore là aussi, compte tenu de la situation en Birmanie, un autre coup dur qui est porté aux routes de la soie. Bon, je suis d'accord avec vous que les routes de la soie, c'est pas que ça. Les routes de la soie, c'est aussi beaucoup d'influence politique, c'est beaucoup d'influence sous toutes ses formes, et notamment aussi sous la forme digitale. Les routes de la soie digitale, ça existe aussi. De ce point de vue-là, si on fait une sorte de gros bilan de ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine des routes de la soie, moi, il me semble quand même qu'il y a un espace géographique dans lequel, finalement, ces routes ont assez bien fonctionné et continuent de bien fonctionner, c'est l'Asie du Sud-Est. C'est un peu la sortie la plus simple aussi, hein. C'est un peu la sortie naturelle et le déploiement très naturel des routes de la soie. Mais dans ce secteur-là, ça fonctionne bien, même si là aussi, il ne faut peut-être pas s'emballer sur la construction du train, qui n'est pas d'ailleurs à très grande vitesse au Laos, et on n'a pas besoin de ça. Là, ce qu'il faut maintenant surveiller, c'est ce à quoi cela va servir. À mon avis, il ne faut pas tellement s'y tromper. Ce train, il n'a pas vocation à transporter beaucoup de touristes. Hein, ce n'est pas exactement ça le but de l'opération. Je pense qu'il a plutôt vocation à alimenter allègrement l'Asie du Sud-Est en produits chinois, mais aussi, et c'est quelque chose peut-être qu'on sous-estime, à alimenter la Chine en minerais et autres matières premières stratégique, ou en tout cas très intéressante et très importante pour la Chine. Donc je pense que c'est essentiellement à ça que ça va servir. Bon, pour l'instant, ça s'arrête malgré tout au Laos. Et la poursuite du tracé ferroviaire va aussi la prendre un certain nombre d'années. Et ça se révèle être beaucoup plus compliqué que ce qui était initialement anticipé. Donc sur les routes de la soie, c'est à peu près ce que je pouvais dire et voulais dire. Il y avait une petite question un peu
provocatrice là, sur la croissance, oui, sur la croissance artificielle. Mais, comme je l'ai dit dans mon exposé, les investissements, ce n'est pas nécessairement du non productif, les investissements dans les infrastructures. Il ne faut pas non plus être trop sévère. Tout dépend du type d'infrastructure. Et dans le cas de l'Union européenne, que je sache, l'idée, c'est d'investir dans des technologies d'avenir. C'est quand même ça l'idée. Donc il ne s'agit pas d'investir pour investir, en quelque sorte. Et c'est là un peu la différence que je ferais entre le plan de relance à la chinoise et puis le plan d'investissement soutenu par l'Union européenne. Dans le cas de la Chine, et je vous dis, là on est vraiment très bien placé pour le juger parce que c'est une pratique qui a été largement observée depuis des décennies. Dès que la croissance s'essouffle un peu, on lance un plan de relance qui est, on produit du ciment, quoi, en gros. Alors on fait des routes, on construit des villes qui deviennent ensuite assez souvent des villes fantômes, et ça fait marcher la machine. Et c'est ça que j'appelle vraiment de la croissance strictement artificielle. Donc je pense qu'on n'est quand même pas exactement dans cette logique dans l'Union européenne, enfin j'espère en tout cas. Et troisième bloc de questions, c'était la question, en gros, autour du renminbi, de l'internationalisation du yuan, etc. Alors je suis d'accord avec vous que tout ça progresse. Mais, attention, vous dites il y a énormément d'échanges qui désormais sont faits en yuan et le CIPS représente 10% de ce qui se passe dans le cadre de la crise en Ukraine. Oui, mis à part que le CIPS, pour l'instant, dépend encore de SWIFT. Le CIPS, pour fonctionner, il a besoin d'un système de messagerie hyper sécurisé, et le système de messagerie hyper sécurisé, c'est SWIFT. Donc CIPS, pour l'instant, n'est pas complètement autonome, et ça n'est pas, en tout cas, un substitut à SWIFT, pour l'heure. Hein. Alors qu'il y ait une utilisation maintenant plus importante du yuan dans une grande série d'échanges, oui, et c'est aussi très vrai dans le cadre des échanges avec l'Asie du Sud-Est, justement. Là, il y a une volonté chinoise d'imposer ça, et c'est vrai que dans les échanges transfrontières, il y en a de plus en plus qui sont faits en yuan. Bon, pour autant, entre ça et puis avoir une monnaie qui est vraiment reconnue comme monnaie internationale, qui remplacerait le dollar, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et le problème, c'est que je ne suis pas sûr que les autorités chinoises elles-mêmes soient prêtes à ça. Parce que l'internationalisation du yuan, ou une utilisation internationale du yuan, ça veut dire, pour les autorités chinoises, perdre le contrôle sur le yuan. Perdre le contrôle, perdre un instrument de politique économique qui est absolument essentiel. Et pour l'heure, ce que l'on observe, c'est que dès qu'il y a un petit relâchement, une tentative d'internationalisation, et que les autorités voient que, du coup, elles perdent un peu le contrôle, et qu'elles perdent le contrôle sur les manettes, eh bien, elles remettent la main sur les manettes. Donc, l'internationalisation, oui, il y a une volonté, parce que la Chine se rend bien compte que pour être une grande puissance, il faut aussi qu'il y ait cette monnaie. C'est assez paradoxal, mais c'est un attribut de la puissance que la Chine voudrait posséder pour effectivement pouvoir s'affirmer à 100% comme une grande puissance, mais il y a un coût à payer que, a priori, pour l'instant, elle n'est pas encore prête à payer. Donc c'est pour ça une sorte de valse hésitation, et c'est ce qui m'amène à dire que ça va peut-être se faire, et je suis d'accord que les choses bougent et que les choses changent. Je suis désolé, je n'ai pas refait les graphiques, c'était un graphique que j'avais fait moi-même pour une publication qui date un peu, et je n'ai pas eu le temps de les refaire. Ça serait un petit peu... Non, mais ça serait un petit peu différent, parce que je suis d'accord, ça change, ça évolue, mais je ne suis pas sûr que ça évolue sur toutes les dimensions, tous les indicateurs en question, et en particulier sur le poids du commerce fait en yuan, il demeure encore très très faible. Parce qu'il y a tout un tas de raisons. Hein. Bon, il y a les raisons que je viens d'évoquer. Il y a une autre raison quand même essentielle, ce sont les inerties dans ce domaine-là. Et changer les habitudes, c'est compliqué, mais dans ce domaine-là, c'est particulièrement compliqué. Et dès l'instant qu'une grande partie des échanges de matières premières sont encore libellés en dollars, ça sera difficile pour le yuan d'entrer en compétition. Voilà. La dette américaine, oui, là, alors, je suis assez d'accord avec vous que c'est un peu, tu me tiens par la barbichette, hein, c'est un peu ça. Hein. Et donc, il est un peu compliqué à la fois pour les États-Unis et pour la Chine, de sortir de cette situation, là, qui pour le coup est vraiment une situation d'interdépendance.
Là, c'est vraiment de l'interdépendance réciproque. Voilà. Pour les autres, oui, absolument. Il y avait d'autres choses, pas. Non. Allez, je vous passe la parole. Allez-y. Moi, je réinterviendrai peut-être si j'ai d'autres idées. Donc, du coup, je ne vais pas revenir sur la BRI, peut-être un point sur le CIPEC, puisque vous parlez de la reprise potentielle de son développement. Le CIPEC, quand même, donc, il existait avant le lancement des nouvelles routes de la soie, enfin, ces partenariats-là. Plus de 10 ans après, les résultats ne sont quand même pas absolument brillants, puisqu'il y a eu certes le port de Gwadar qui a fait couler beaucoup d'encre, dont on a beaucoup parlé, notamment pour une future base militaire chinoise, mais en réalité ce n'est pas le cas. Et puis en fait, ce n'est même pas un port de commerce actuellement, parce qu'il y a très très peu de bateaux qui y accostent. C'est toujours Karachi, plus bas, qui mobilise, en fait, qui concentre le commerce. Et puis surtout que c'était très ambitieux de la part de la Chine d'investir. Donc au début, on parlait de 62 milliards de dollars dans ce projet CIPEC. On en est très 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 loin, et puis surtout que dès le départ, c'était très ambitieux parce qu'il y a des risques sécuritaires et de stabilité très importants au Pakistan, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pas que dans le Baloutchistan près de Gwadar. Et donc tous ces projets-là étaient de toute façon très risqués. Et donc je pense que c'est un pari qu'a fait Pékin sans avoir les moyens de protéger, d'assurer la sécurité de ces projets-là. Et on le voit, je rappelle que la semaine dernière, 3 ressortissants chinois sont morts dans une attaque terroriste à la bombe. Et c'est la suite d'une longue série en fait, d'attaques qui visent les Chinois. Alors parfois, ils visent des ressortissants chinois, pas forcément pour viser la Chine, mais pour embêter les autorités pakistanaises, puisqu'il y a des mouvements indépendantistes au Baloutchistan qui refusent ces projets chinois et qui s'opposent aux autorités. Maintenant, sur la boussole stratégique et le fameux triptyque de partenaires, compétiteurs et rivales systémiques, c'est plus ancien que la boussole stratégique, puisque ce triptyque-là a été introduit en mars 2019 dans un rapport de la Commission européenne qui s'appelait, je crois, China Strategic Outlook. Et donc, finalement, je ne crois pas, par rapport à vos questions sur est-ce que c'est lié à notre dépendance vis-à-vis de la Chine qu'on a utilisé ces termes-là, est-ce que c'est une contradiction entre les membres de l'Union européenne? Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, je pense qu'objectivement, enfin, certes, c'est un triptyque qui est rassembleur, puisque objectivement, je crois que tout le monde peut dire que la Chine est véritablement un partenaire, ou doit être un partenaire, dans un grand nombre de domaines, que ce soit dans le changement climatique, dans les questions environnementales, dans beaucoup de choses. Est un compétiteur économique, c'est évident, que ce soit en France, en Europe ou dans d'autres régions du monde. Je vais revenir dans un instant sur l'Indo-Pacifique. Et puis un rival systémique, puisque politiquement, il y a vraiment une concurrence, un antagonisme entre les modèles politiques, et je le rappelais dans ma présentation, l'opposition de la Chine qui est très claire, très explicite contre les valeurs et les modèles démocratiques occidentaux. Maintenant, l'évolution depuis 2019 sur ces 3 termes, c'est probablement la proportion ou la pondération en fait de lequel des 3 entre partenariat, coopération et rivalité est le plus important. Et il est important de rappeler que depuis 2019, la tendance qui s'est engagée en 2019 ou même avant, c'est un durcissement, une complexification des relations entre l'Union européenne et la Chine, globalement. Et aujourd'hui, en Europe, il y a un consensus qui s'élargit et qui s'approfondit sur la question de la perception de la Chine. Et donc, quand un certain nombre de pays européens favorisaient beaucoup plus les échanges économiques aux dépens d'intérêts politiques, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est moins partagé. Et il y a un plus grand consensus là-dessus, à l'exception peut-être de la Hongrie qui maintient des relations politiques extrêmement étroites avec Pékin. Donc voilà, cette pondération aujourd'hui tend plus vers le côté rivalité que vers le côté partenariat, même si les 2 autres, je maintiens, continuent d'exister et doivent continuer d'exister. Sur le poids de la France dans l'Indo-Pacifique, et la question du partenariat entre la Chine et les îles Salomon, donc c'est un pacte, alors ce n'est pas un pacte de défense, c'est un pacte de coopération de sécurité dont on n'a pas finalement la mouture finale, le texte final de l'accord, mais il est important
puisque c'est le premier dans la région. Pour répondre à la question, je n'ai pas connaissance qu'il y ait d'autres projets de tels accords, mais tout peut arriver. Et donc c'est un accord qui prévoit que la Chine puisse fournir une assistance en termes de sécurité publique et de maintien de l'ordre, que ce soit en termes d'équipement, donc de sécurité publique, y compris d'armement, et sur le plan humain. Donc ça veut dire d'envoyer des troupes, notamment de maintien de l'ordre. Alors je resterai quand même... Je prendrai quand même un certain recul, puisque la Chine ne l'a jamais fait par le passé, d'envoyer des troupes dans un contexte de problèmes de troubles internes, troubles à l'ordre public. Je doute que dans le court terme, la Chine envoie ce genre de troupes chinoises, qui serait très vraisemblablement la police armée du peuple, une sorte d'équivalent de notre gendarmerie. Ça me surprendrait beaucoup. Mais le fait est qu'effectivement, il y a une stratégie de la Chine vers l'Indo-Pacifique, enfin, évidemment qu'elle n'appelle pas Indo-Pacifique, puisque la Chine ignore le concept, elle le nie. En revanche, dans le Pacifique Sud, dans les îles Pacifiques, la Chine a depuis le milieu des années 2000, mais de manière beaucoup plus significative depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, une volonté de développer les partenariats diplomatiques, économiques, évidemment, surtout en termes de ressources minières, et puis, si possible, sécuritaires, puisque face aux stratégies, particulièrement à la stratégie indo-pacifique américaine, qui est très frontale, très sécuritaire, la Chine cherche des points d'appui dans la région. Sur la question de Taïwan, comment est-ce qu'on pourrait se préparer à d'éventuelles sanctions et à gérer nos dépendances? Alors, peut-être autopromo, l'IFRI contribue modestement justement à la tentative de compréhension des relations de dépendance entre la France, l'Union européenne et la Chine. Et nous venons la semaine dernière de publier un rapport justement dans le cadre d'un réseau dont on fait partie de chercheurs spécialistes de la Chine dans une vingtaine de pays de l'Union européenne, pour essayer de comprendre pays par pays les relations de dépendance ou d'interdépendance entre chacun, et je vous enverrai une copie de ce rapport très prochainement. Mais donc, de toute façon, il faut toujours garder à l'esprit que les dépendances que l'on peut avoir sont aussi une interdépendance, et que la Chine a besoin impérieusement de l'Union européenne, qui est, il est toujours bon de le rappeler, son premier partenaire commercial. Et que donc la Chine a besoin d'avoir de bonnes relations avec l'Union européenne, et y compris sur des produits d'importation stratégiques comme les machines-outils allemandes, par exemple. La Chine est aussi dépendante de l'Allemagne d'une certaine manière. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir, je pense, pousser encore plus loin la réflexion pour vraiment comprendre l'état des lieux de nos relations. Maintenant, sur la question des sanctions, avant même peut-être de proposer des sanctions sur un conflit qui n'existe pas, je m'en garderai pour ma part, mais en tout cas de réfléchir à ce qui a été initié déjà avec la pandémie de 2020, d'essayer de comprendre en fait les logiques d'autonomisation que l'on peut mettre en place, la France, ce que l'administration actuelle appelait autonomie stratégique, dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine financier, pour essayer de justement voir quels sont les sujets sur lesquels il faudrait peut-être s'autonomiser, diversifier ses approvisionnements, voire reprendre certaines capacités de production nationales. Je passe maintenant aux questions beaucoup plus militaires, avec ces excellentes questions sur la dissuasion nucléaire et les capacités de défense. Alors, effectivement, l'arsenal nucléaire chinois est un sujet extrêmement préoccupant dans son évolution ces dernières années. Et vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, la mise au jour de deux nouveaux sites de silos d'ICBM, donc de missiles intercontinentaux, qui se situent d'ailleurs, ces sites-là, à 4 et 5 000 km du centre de l'Union européenne, avec des ICBM qui ont une portée de 8-10 000 km. Donc la Chine, effectivement, fait relativement peu de mystère de sa volonté de moderniser, c'est-à-dire de monter en qualité, mais aussi en quantité de son arsenal nucléaire. Ces champs de silos en sont la preuve. Et cela pose évidemment le problème de la contradiction qui se pose aujourd'hui entre la doctrine chinoise, qui est extrêmement stable, extrêmement constante depuis 1964, qui est une doctrine de dissuasion minimum et limitée, seulement défensive donc, et de frappe en second. La Chine utiliserait l'arme nucléaire seulement si elle est attaquée par une arme nucléaire. Et donc cette contradiction entre cette doctrine-là très stable et l'évolution de l'arsenal très rapide, qui à un moment rend la doctrine plus tellement crédible. Donc ça, c'est quelque chose effectivement que l'on suit et qui est important de voir, puisqu'à un moment, on peut s'attendre à un changement, une évolution dans la doctrine officielle de dissuasion nucléaire chinoise.
Sur la question des capacités militaires et du coût du développement de ces capacités, je vais d'abord prendre un chemin de traverse en fait en parlant des questions démographiques en fait qui peuvent être là aussi un facteur qui peuvent jouer justement sur la capacité de la Chine à continuer d'investir massivement dans son armée et à recruter, puisque la démographie en Chine est un problème que l'on n'a pas encore cité aujourd'hui, mais qui est un problème vraiment structurel en Chine, qui va peser sur l'économie, sur le système social qui est embryonnaire, mais qui du coup il y a en Chine des besoins extrêmement importants d'investissement dans un système social, dans un système de retraite, et autant toutes ces dépenses-là à venir dans la décennie, dans les 20 années qui viennent, vont peser sur d'autres budgets, et notamment peut-être dans les budgets de la défense. La question démographique va aussi poser un problème sans doute de recrutement au bout d'un certain moment pour les armées, avec en plus un déficit de sexe dans la société qui est très important. Alors sur les capacités aujourd'hui, pour le dire de manière très schématique et très synthétique, je dirais que les lacunes encore de l'armée chinoise seraient sans doute au niveau de l'expérience au combat et de formation, et donc aussi d'interopérabilité entre les forces de l'armée populaire, entre la marine et l'armée de l'air par exemple, mais aussi interopérabilité avec d'autres puissances étrangères, quelque chose que nous maîtrisons par exemple très très bien, puisque nous évoluons constamment en France avec des alliés, notamment de l'OTAN. Donc il y a maintenant la multiplication d'exercices avec la Russie, qui sont quelque chose de positif pour la montée en compétence de l'armée chinoise, même si on ne peut pas vraiment parler d'interopérabilité, puisque c'est plutôt des exercices à côté, plutôt que des exercices véritablement intégrés. Il y a néanmoins des qualités à souligner dans l'armée populaire de libération. C'est probablement d'un point de vue technologique sur certains segments. Donc on a déjà parlé des armes nucléaires, qui sont finalement un domaine technologique qui a été sanctuarisé depuis Mao et dont la Chine sur laquelle la Chine a toujours investi. Le corollaire, c'est les missiles balistiques. La Chine a une boîte à outils, un éventail de missiles balistiques extrêmement impressionnant, avec maintenant désormais des missiles hypersoniques dont on a aussi beaucoup parlé ces derniers mois. Donc ça, c'est un point véritablement technique important. Voilà pour la question militaire. Et puis pour répondre à Madame la sénatrice Jourda sur la question justement de l'Indo-Pacifique. Alors je ne sais pas si avec l'Ukraine, il y a véritablement une opportunité pour la Chine de développer ses relations avec l'ASEAN, puisque les relations avec l'ASEAN sont déjà très très fortes quand même. Les pays de l'ASEAN sont les voisins immédiats de la Chine, donc les relations sont déjà très denses. En revanche, comme je le rappelais précédemment, c'est peut-être une possibilité pour la Chine d'aller plus vite et plus fort de renforcer sa stratégie vers le Pacifique Sud. Puisque voilà, on imagine que les pays, les États-Unis et les pays européens vont sans doute fournir plus d'efforts vers l'Europe, qui mobilise toutes les attentions et toute la concentration, plutôt que l'Indo-Pacifique. Alors ça, en tout cas, c'est une hypothèse de travail. Dans la réalité, j'en suis pas absolument convaincu, puisque on a vu par exemple juste après l'annonce du pacte de sécurité entre la Chine et les îles Salomon, le conseiller à la sécurité nationale spécialisé sur l'Indo-Pacifique du président Joe Biden s'est rendu aux îles Salomon, et prévoit aujourd'hui, ont annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade américaine sur l'île. Donc, en tout cas, les États-Unis montrent qu'ils ne lâchent rien justement sur cette zone-là. Et je pense qu'en France et en Union européenne, certes, l'attention est captée par l'Ukraine, mais le forum, par exemple, interministériel sur l'Indo-Pacifique s'est quand même tenu sous l'égide de la présidence française de l'Union européenne au mois de février, malgré le conflit. Par rapport à la position française vis-à-vis de la Chine et les manquements peut-être que je pointais dans une tribune que vous avez rappelée au mois de décembre dernier, je pense en effet que cette position, il n'y a pas eu tellement d'évolution. Alors sans doute parce que le gouvernement a été accaparé aussi par d'autres questions qui sont celles de l'Ukraine, donc c'est pas vraiment le moment de faire un changement particulier sur la Chine, mais
l'objet, en fait, je trouve que cette évolution qui est très claire, que je vois précisément depuis plusieurs années en Union européenne et en discutant avec un certain nombre de collègues, voire d'officiels de nombreux pays de l'Union européenne, il y a vraiment une évolution de la position de nombreux pays. Et pour citer, donc, évidemment, la Lituanie, l'Estonie, la République tchèque, la Slovaquie et d'autres, la Suède, qui ont des positions qui évoluent significativement vis-à-vis de la Chine. Et les grands pays comme la France et l'Allemagne, eux, finalement, évoluent beaucoup moins vite et beaucoup moins clairement. Donc c'est aussi une question de coordination, de clarté du propos de la part du gouvernement français vis-à-vis de ses partenaires et vis-à-vis de la Chine. Ça me permet quand même aussi de répondre à monsieur le sénateur Alizard sur la question d'abandonner le commerce. Alors évidemment non, ce n'est pas ce que ce à quoi j'appelais ni dans cette tribune en question, mais ni dans ma présentation ce matin, puisque l'idée n'est pas du tout, et loin de là, de couper les relations, de mettre des sanctions immédiate d'arrêter l'économie, d'arrêter le commerce bilatéral. Loin de là. Et je crois que justement le président Macron a montré qu'il était possible d'entretenir un dialogue avec des États, y compris avec Vladimir Poutine, y compris dans des conditions, dans des contextes de très grande tension et de grandes difficultés dans la relation bilatérale. Il y a ces dernières années, je crois, et je les ai rappelés dans ma présentation, certains points qui posent véritablement question dans la relation bilatérale, la question du Xinjiang, de Hong Kong, les velléités chinoises en mer de Chine méridionale vis-à-vis de Taïwan, qui véritablement, je pense, nous préoccupent. Et ce à quoi j'appelle, c'est simplement d'être un peu plus clair sur ces questions-là, sans pour autant couper tout lien. Et puis pour finir sur la question spatiale, donc là, Madame Jourda, on pourra en discuter peut-être plus longuement, mais en tout cas pour être le plus synthétique encore une fois, sur les relations Chine-Russie dans l'espace, pour utiliser un mot, je dirais que je serais assez sceptique quant à la capacité, quant au potentiel de cette coopération à l'avenir, puisque déjà par le passé, la coopération était beaucoup plus diplomatique dans les enceintes internationales, par exemple pour la lutte contre l'arsenalisation de l'espace ou l'exploitation des ressources spatiales, et cette coopération était beaucoup moins technique. En dépit d'un grand nombre d'effets d'annonce, notamment le projet de station lunaire de recherche internationale conjointe entre la Russie et la Chine, qui a fait l'objet de protocoles d'accord, etc. Aujourd'hui, on a peu de détails concrets sur l'état et sur l'avenir, sur le calendrier de cette coopération. Et évidemment, la guerre en Ukraine va aussi avoir un impact extrêmement profond sur cet accord de coopération, avec un budget de l'industrie spatiale russe qui est déjà très faible et qui, avec la guerre en Ukraine, devrait être encore plus impacté. Donc je suis plutôt sceptique dans l'avenir de cette coopération vraiment conjointe et technique et scientifique entre la Chine et la Russie dans l'espace. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter un peu... Oups. Oui, je voulais juste rajouter un petit mot sur les relations entre la Chine et l'ASEAN, qui a été évoqué par Madame Jourda. Sur ces relations-là sont déjà extrêmement étroites sur le plan économique. La Chine est le premier partenaire commercial pour l'intégralité des pays de l'ASEAN. Donc nécessairement, à travers ce canal, la Chine pèse très lourd. Pour autant, tous les pays de l'ASEAN ne sont pas exactement sur la même ligne. Certains sont nettement plus directement alignés. Bon, le Laos, quasiment, est une province chinoise aujourd'hui. C'est peut-être triste à dire, mais c'est une réalité. Le Cambodge n'est pas loin. Pour ce qui concerne les autres, leur posture est beaucoup plus ambiguë. Alors les Philippines, ça dépend un peu des jours, on va dire ça comme ça. Avec le nouveau président, on ne sait pas exactement quelle sera sa position. Il semble, si c'est Marcos, le fils, qui est élu, qu'il sera plutôt sur une ligne assez pro-chinoise, mais on ne peut pas savoir. Et même le président Duterte, président sortant, était officiellement très proche des Chinois, mais de temps en temps se démarquait et se rapprochait plutôt des États-Unis. Typiquement, il n'avait pas abandonné l'accord avec les États-Unis sur le partage des dépenses militaires. Donc on a quand même là des positionnements qui sont un peu ambigus parfois. Ce qui est sûr, c'est que la Chine, par contre, exerce une pression extrêmement forte.
ça c'est vrai. Et cette pression extrêmement forte, elle est exercée à la fois en bilatéral, auprès des pays, auprès des gouvernements des différents pays, des 10 pays de l'ASEAN, mais aussi de manière extrêmement systématique auprès de l'ASEAN en tant qu'institution elle-même. La Chine est extrêmement présente au sein du secrétariat de l'ASEAN. Il y a des représentants chinois quasiment quotidiennement qui sont présents dans l'enceinte du secrétariat et qui influent comme ils le peuvent, mais en général c'est assez efficace, sur différentes commissions. Donc là, on dit un peu enfin, une boutade que la Chine est le 11e membre de l'ASEAN. Je crains que ça soit pas loin de la vérité. Donc la Chine, c'est vrai, exerce une pression très très forte. Alors ça marche plus ou moins bien selon les pays. Et je pense qu'il faut faire quand même le distinguo entre le champ économique, où là, la Chine est quand même très 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 forte, et le champ politique, où c'est un peu plus ambigu. Mais la Chine ne relâche pas sa pression, c'est incontestable. Il ne faut pas malgré tout oublier que dans cette zone, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas du tout marginaux et qu'il ne faut pas du tout négliger. Et un de ces acteurs, c'est quand même le Japon. Et le Japon, dans certains pays, est en réalité devant la Chine et se montre plus efficace que la Chine. Alors il agit de manière peut-être un peu plus habile, parce qu'un peu moins brutale, un peu moins visible, mais son influence est bel et bien là. Et c'est particulièrement vrai par exemple au Vietnam. Et le Japon est assez bien accueilli parce que les Vietnamiens ne veulent pas être soumis à l'influence chinoise, ou en tout cas une influence chinoise trop forte. Donc là, il y a un jeu qui est assez intéressant aussi à suivre entre les différents acteurs dans la zone. Mais la Chine ne relâche pas sa pression, ça c'est très clair. Merci à vous deux, merci Madame Nicolas, merci Monsieur Julienne pour l'ensemble de ces précisions qui effectivement intéresse la Commission, puisque même si notre attention est centrée sur la Russie, sur l'Ukraine, mais ce qui se passe en Chine nous interroge. Une mission du reste de la Commission partira au second semestre chargée un petit peu de valider le rôle que la France peut avoir dans l'Indo-Pacifique après l'affaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc on est en train de caler à la fois les pays qui vont être visités, ce qui n'est pas très facile parce que les distances sont longues, certains pays sont encore fermés, d'autres ouverts. Mais nous restons évidemment bien attentifs, puisque la France fait quand même partie de ce monde indo-pacifique et doit y être présente. Moi, je peux confirmer, pour avoir été au Laos, la manière dont ce pays est devenu une province chinoise, c'est assez dramatique, enfin, y compris au nord, du côté de Luang Prabang, tout ça, où on voit que les collines sont percées, des viaducs immenses et qui supportent maintenant des futurs TGV, est en train de défigurer littéralement ce pays qui est en train de devenir la province touristique des Chinois. Enfin, c'est absolument incroyable. En tous les cas, merci de l'ensemble de ces précisions. Vous savez aussi au titre de la défense que nous suivons la progression de la Chine dans le domaine maritime, dans le domaine naval, parce que c'est certainement une des armes où la Chine a beaucoup investi, y compris en Méditerranée, enfin, dans des zones assez éloignées de son environnement habituel. Et puis, nous avons une réflexion à conduire aussi sur les futures relations avec l'Australie. Vous avez vu que il y a un certain nombre de signaux qui nous sont adressés, et toujours dans cette ambivalence que vous évoquez pour d'autres pays, à savoir le partenariat privilégié avec la Chine, parce que c'est le premier client, le premier fournisseur, et sur le plan politique, un très grand agacement de voir la Chine s'introduire tout autour. On a parlé des îles Salomon, on savait très bien que un référendum d'un autre résultat aurait beaucoup plu aux Chinois en Nouvelle-Calédonie. Donc on est évidemment très vigilant à tout cela. Merci infiniment de votre présence, puis on aura l'occasion de vous revoir pour élaborer un petit peu tous ces projets de rapport. Je rappelle, la date de la prochaine commission n'est pas encore fixée, mais nous aurons certainement prochainement Étienne de Poncin, notre ambassadeur à Kiev, qui est actuellement à Paris et qui m'a fait part de son souhait, enfin de sa disponibilité pour venir devant la commission. Et dans le même dispositif, je fais mettre sur Signal, je vous invite du reste, celles et ceux qui n'y sont pas, à rejoindre la boucle Signal, qui est quand même une boucle plutôt protégée que les autres.
signal. Hein. Donc inscrivez-vous. Je vais y mettre par exemple le film que nous avons fait dans notre mission à la frontière ukrainienne il y a de ça 3 semaines ou un mois en Roumanie. Et si on a des échanges d'informations, c'est quand même plus sécurisé d'utiliser ce dispositif. Merci à tous, à bientôt. Merci à vous encore.